Soyez les bienvenus sur la chaîne Biggie Challenge. Biggie Challenge est une chaîne africaine, une chaîne dédiée à la jeunesse, donc une chaîne qui est réservée à la jeunesse. Ces chaînes défendent les intérêts de l'Afrique. Il s'agit entre autres de la souveraineté de l'Afrique, il s'agit de l'autorité de l'Afrique, de la dignité de l'Afrique et de la liberté totale de l'Afrique sans condition. Je vous salue affectueusement et je suis très heureux de partager avec vous aujourd'hui un sujet aussi sensible et essentiel pour le développement de notre Afrique. L'Afrique peine à trouver une formule pour son développement. L'Afrique a du mal à imaginer une formule pour son économie. Aujourd'hui, nous allons tenter de développer un sujet aussi essentiel, comme je l'ai dit, qui n'est rien d'autre que la résultante de deux autres sujets que nous avons déjà vus. Il s'agit entre autres de la combinaison du pouvoir de la connaissance et du pouvoir de l'imagination, qui nous donne dans l'immédiat le pouvoir de l'argent. Donc, si vous détenez le pouvoir de la connaissance et que vous associez le pouvoir de l'imagination, il n'y a rien de tel, rien ne peut vous empêcher d'obtenir honnêtement de l'argent. Pour mieux comprendre le pouvoir de l'argent, nous allons l'illustrer, nous allons l'associer à un cas typique qui est l'Afrique. Avec l'Afrique, nous pensons que nous allons mieux comprendre ce pouvoir. Quels sont les enjeux? Quels sont les avantages? Que pouvons-nous tirer de ce pouvoir? Vous conviendrez avec moi que tous les pays africains, je dirais sans exception, aspirent à un développement, donc le bien-être de leur population. Et tous parlent d'une croissance économique. Pour les uns, à un chiffre, pour les autres, à deux chiffres. Et nous savons aussi que cette croissance économique n'a pas un impact direct sur la population. En toute évidence, quand il y a une croissance économique, la population doit ressentir. Donc la population prise de façon individuelle, cette individualité doit ressentir l'impact de cette croissance économique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cela voudrait dire qu'il y a un véritable problème. L'économie est semblable à notre organisme, au corps humain. Le corps humain a besoin de satisfaire ses besoins physiologiques. Je prends par exemple le cas de la soif. Lorsque vous avez soif, vous avez besoin de trancher cette soif. Donc le corps réclame vivement de l'eau que quand vous buvez, vous donnez satisfaction à ce corps. Et c'est pareil pour la faim. Quand vous avez faim, vous avez cette obligation de vous alimenter ou de vous nourrir pour que le corps puisse fonctionner correctement. Allons un peu plus loin. Quand vous êtes anémié, vous avez besoin d'une perfusion sanguine pour que le corps puisse fonctionner comme il se doit. C'est aussi pareil lorsque vous êtes enfermé dans une salle, une petite salle ou une grande salle où il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'air. Comme si vous êtes privé d'air. Vous avez besoin de l'air pour respirer. Le système économique fonctionne pareillement. Le système économique a besoin d'un élément aussi fondamental pour pouvoir fonctionner comme il se doit. Ici, il s'agit d'injecter de la liquidité, de la nouvelle liquidité, donc de la monnaie dans notre économie pour que l'économie puisse bien fonctionner. Alors, on parle de création monétaire. Et comment cette création monétaire s'opère-t-elle? En toute évidence, cette création monétaire s'opère par l'octroi des crédits à travers les banques, donc à leurs clients, c'est-à-dire au plan microéconomique. Donc les banques vont tout de suite octroyer un crédit à leurs particuliers. Donc le fait d'octroyer un crédit à un client, à un ménage, à une entreprise ou à l'État, on injecte de nouvelles liquidités dans le tissu économique. Donc, pour mieux faire fonctionner le tissu économique, nous pouvons tout de suite dire qu'il y a trois sources de création monétaire. Il y a la création monétaire par le crédit, c'est-à-dire le crédit qu'on donne
soit aux ménages, aux entreprises. Il y a aussi la création monétaire par les devises. Lorsque un pays exporte plus de ses produits, alors, partant des exportations, l'argent que vous recevez, la devise étrangère que vous recevez, quand vous allez dans votre banque, vous convertissez ces devises étrangères en monnaie locale. Cela permet d'accroître la masse monétaire. Et la troisième source est, si vous voulez, une création monétaire à travers les emprunts bancaires par les États. Au moment où ils font une émission de bons du trésor. Donc, ces trois sources de création monétaire augmentent, sinon permettent d'augmenter le stock de monnaie en circulation dans un système économique. En d'autres termes, l'économie africaine a besoin de nouvelles liquidités. Il faut donc absolument injecter de nouvelles liquidités dans notre économie pour que cette économie puisse fonctionner comme il se doit. Si vous êtes porteur d'un projet, vous détenez un projet, vous avez une idée, mais vous manquez de financement, et sachant que vous êtes domicilié dans une banque Y, alors vous allez voir votre banquier. Le banquier accepte votre dossier est bancable. Donc, il décide de vous financer, de vous octroyer un prêt. Une fois le prêt octroyé, le banquier fait un dépôt dans votre compte. Le fait de faire le dépôt dans votre compte, le banquier crée automatiquement de la monnaie. On parle de la création monétaire. Et certains disent que c'est les dépôts qui font le crédit. Non. Le banquier crée de la monnaie à partir de rien. Parce que après, quand vous remboursez, le banquier va détruire cette création monétaire. On parle de destruction monétaire. Donc, c'est pas de simple jeu d'écriture. Dans la masse monétaire, c'est-à-dire dans l'argent qui circule dans notre économie, il y a deux types d'argent. Deux types, si vous voulez, de monnaie. Il y a ce que l'on appelle la monnaie scripturale. C'est la monnaie qui est créée par les banques secondaires ou les banques commerciales. C'est de la monnaie qui est immatérielle, qu'on ne touche pas, qu'on retrouve dans les écritures comptables à l'ordinateur, qui se retrouvent sur les cartes de crédit, les cartes de débit, qu'on utilise pour faire les paiements en ligne, les factures en ligne et autres. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Et juste à côté, vous avez la monnaie fiduciaire qui est fabriquée par la Banque centrale. La Banque centrale a cet avantage, sinon à cette prérogative de fabriquer la monnaie fiduciaire. Ce qui est matériel, ce qui est touchable, c'est les billets de banque et les pièces de monnaie que nous avons. Mais tenez-vous bien, cette monnaie fiduciaire représente 10% de l'ensemble de l'argent. C'est ce qu'on appelle la masse monétaire qui circule dans notre économie. Il ne dépasse pas, qui n'excède pas 10%. Pour certains pays avoisinent 5%, il y en a 7%, mais qui n'excède pas 10%. Et la monnaie qui est plus représentée, pas moins de 90%, c'est la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie électronique qui se retrouve dans nos cartes de crédit, les cartes de débit, dans nos comptes en banque et autres. Et comprenez un peu la démarche. Dans les pays développés, ça passe. 90% de cette masse monétaire, puisque les cartes de crédit, les cartes de débit fonctionnent à merveille, tous les paiements se font en ligne, de compte en compte, les virements et autres, ça passe. Les particuliers, les entreprises, l'État, ça fonctionne correctement. Mais avec l'Afrique, on a du mal à faire fonctionner ce type d'opération. On a du mal, puisque quand vous regardez sur le tissu économique, en réalité, les Africains pris de façon individuelle ne sont pas bancarisés. Je ne crois pas qu'en Afrique, le taux de bancarisation excède plus de 20%. Toute l'Afrique combinée, plus de 20%. Ça, c'est un problème véritable. Cela s'explique par le manque d'emploi. Parce que
il faut travailler pour avoir un gain, donc pour posséder un revenu. Si vous avez un revenu, il faut pouvoir investir ou dépenser, épargner quelque chose et partant de là, vous pouvez avoir un compte, donc être domicilié dans une banque bien donnée. Et puisque vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de revenus, comment voulez-vous que un individu lambda puisse ouvrir un compte dans une banque? C'est impossible. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, le taux d'analphabétisation en Afrique est très élevé. Pour être bancarisé, il faut savoir au moins lire et écrire. Pour pouvoir faire les transferts en ligne, utiliser les cartes bancaires et autres, ça c'est la moindre des choses. Donc, vous comprenez que c'est un véritable frein pour les Africains vraiment de faire comme les pays occidentaux. Donc, ces deux problèmes vraiment nous freinent dans notre élan. Mais dans cette démarche, dans cet élan, à cette allure, si vous voulez, l'Afrique ne peut pas dynamiser son économie. Parce que la majorité des Africains utilisent plus la liquidité, utilisent plus les billets des banques, la monnaie pour l'ensemble des transactions qui sont effectuées. Or, aujourd'hui, le monde tend vers si vous voulez, un milieu où les transactions sont plus électroniques. C'est des transactions de paiement immatériel. Aujourd'hui, avec la pandémie qui prévaut, il y a des banques qui ont osé fermer des guichets parce que ces banques ont constaté que ces guichets sont inutiles. Tous les paiements se font en ligne, tous les paiements se font sans contact avec les cartes de crédit, donc pas d'argent manipulable, pas de pièces en tant que tel. Partant du peu que nous avons énuméré, l'Afrique doit tout de suite s'investir donc à installer une banque centrale africaine. On peut commencer par des zones monétaires, comme il y a déjà des zones monétaires qui existent. Donc mettre en place notre propre système financier pour que nous puissions nous-mêmes nous faire du crédit, non pas aller nous endetter ailleurs. Prenons un cas très simple. Vous vivez avec votre femme, votre famille. Il est plus facile d'avoir de l'argent avec vos femmes, donc de prendre du crédit avec vos femmes, que d'aller prendre du crédit chez le voisin. Avec vos femmes, c'est de façon interne. Vous n'avez pas une pression. Vous pouvez à tout moment rembourser cet argent. Ça arrive. Vous pouvez dire, non, madame, est-ce que vous ne pouvez pas me prêter quelques unités monétaires? Oui, et vous les donne. Vous remboursez à la date d'échéance ou bien un peu plus tard. Il n'y a pas de pression. C'est la même famille. Vous savez comment vous le gérez. Par contre, si vous allez chez le voisin pour lui demander le crédit, il va vous octroyer ce crédit. Mais il y aura une forte pression, quelquefois des humiliations, quelquefois du chantage, même aller jusqu'à prendre votre femme. Vous comprenez la différence? Lorsque vous avez votre propre monnaie et que tout se gère en interne, parallèlement à un autre système financier qui est ailleurs, qui tire les ficelles, donc qui met une pression sur vous, qui vous fait du chantage. Et vous êtes assujetti, vous êtes soumis tout le temps à payer ces dettes qui ne finissent jamais. Au lieu de consacrer votre temps à investir pour le bien-être de votre population, vous consacrez tout ce temps à rembourser ces dettes. Vous n'avez pas compris la leçon. Il faut revoir cette position. Réfléchissez au jour d'aujourd'hui. Comment est-ce que les pays développés, les occidentaux, aujourd'hui arrivent à gérer cette crise? Dans les pays développés, comme en Amérique du Nord, en Europe et autres, la plupart des travailleurs soit sont à la maison, ne travaillent pas, ou bien ils ont perdu l'emploi. Le gouvernement, les différents gouvernements mettent en place une politique pour rémunérer l'ensemble de ces employés qui ont soit perdu l'emploi ou soit par des cas de vulnérabilité qui sont à la maison, soit par d'autres contraintes que je ne vais pas énumérer ici. Le gouvernement arrive à rémunérer toutes ces personnes à 2 000, 2 500 $. Sur quelle base? Sur quelle base, dites-moi?
Sur quelle base? Que fait le gouvernement? Sur quelle base? Donc, il faut réfléchir. Tant que l'Afrique n'a pas sa banque centrale, tant que l'Afrique n'a pas sa propre monnaie, tant que l'Afrique ne gère pas son propre système financier, l'Afrique ne pourra pas dynamiser son économie. L'Afrique ne pourra pas faire du crédit. L'Afrique ne pourra pas accroître sa masse monétaire. L'Afrique ne pourra pas répondre aux besoins réels tels que la formation, l'éducation, tels que la santé. L'Afrique ne pourra pas investir dans les industries pharmaceutiques. L'Afrique ne pourra pas investir dans les infrastructures économiques. Ça se suppose que ces pays développés, on peut subvenir à l'ensemble de ses besoins. Oui, moi je le dis, puisque je suis là aujourd'hui, j'ai compris un peu comment le système fonctionne. Ah oui, il faut que l'Afrique comprenne cela. Comme on le dit en Afrique, tu ne peux pas rester dans les moyens pour enlever les moyens. Les moyens, sachez que c'est le fourmi. Donc vous tombez dans une famille de fourmis et tout de suite les fourmis vous montent là-dessus. Et vous restez dans les fourmis, vous les retirez. C'est comme si vous ne faites rien. Et tous les présidents qui arrivent au pouvoir, tout de suite se mettent, je vais créer de l'emploi, je vais relancer l'économie, je vais faire construire des écoles, je vais construire, améliorer les infrastructures sanitaires et autres. Mais en réalité, ils font 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils n'apportent rien de concret, de réel. La preuve, les cerveaux fuient les pays. La preuve, les meilleurs ou les plus ambitieux quittent le pays, vont vendre leur talent ailleurs, leur intelligence ailleurs. Il faut revoir les choses. Le chômage est grandissant. Les États peinent à créer de l'emploi réel. Les emplois qui sont les mieux sûrs sont les emplois à la fonction publique et dans quelques entreprises. Et les quelques entreprises même qui sont représentées, c'est les entreprises des expatriés. Donc les locaux en tant que tels, les nationaux en tant que tels ne sont pas dans le système économique. Les nationaux sont exclus directement du système économique. Donc il faut revoir, il faut que cela profite aux nationaux. Oui, je pense bien. L'Afrique ne mérite pas ce qu'elle vit actuellement. Elle mérite mieux que ça. Il y a des compétences dans ce continent. Il y a de l'intelligence dans ce continent. Je pense que il y a un président américain qui disait il faut des institutions fortes. Oui, il faut des institutions fortes. Mais comment voulez-vous que un esprit sain parte se loger dans un corps malsain? Autant on a besoin des institutions fortes, autant on a besoin des personnes honnêtes, des personnes sincères qui travaillent pour le peuple. Donc les deux vont de pair. On ne dira pas seulement des institutions fortes, il faut à la fois des institutions fortes, mais il faut des gens vraiment intègres, des gens honnêtes, des gens sincères qui travaillent pour le peuple. C'est à ce prix qu'on peut s'en sortir. Je pense bien qu'il est nécessaire, que ce soit aujourd'hui ou demain, de créer notre propre monnaie, d'installer notre banque centrale et de superviser l'ensemble de ces activités monétaires. Alors, pays africains, s'il vous plaît, cela peut être possible grâce à la nouvelle génération qui est la jeunesse. Nous fondons notre espoir, nous fondons notre force, nous fondons notre conviction sur la jeunesse. Sur la jeunesse peut relever ce grand défi, ce grand challenge de battre monnaie obligatoirement. Cela s'impose à nous. Moi, je l'ai compris, c'est pourquoi je le dis. Les pays qui se disent développés aujourd'hui ont pu se développer parce que ces pays ont de puissantes banques centrales qui font un travail dans l'ombre. Il faut écouter ce que je vous dis et ce qui est réel. Il faut battre absolument monnaie. Évitons d'être égoïstes. Si depuis longtemps vous avez pensé que en allant en rang dispersé vous allez vous en sortir, est-ce qu'aujourd'hui vous vous en sortez? Non. Prenez l'Afrique du Sud, prenez le Nigeria et autres. Prenez, je ne sais pas,
bien d'autres pays, même les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique centrale, de l'Est et autres, qui ont les monnaies propres. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Et essayons de nous regrouper dans cette grande majorité, 54 pays avec plus de 1 milliard 300 millions d'habitants. C'est quelque chose. Mes frères africains, mes soeurs, nous le disons aujourd'hui parce qu'on le sent et nous avons la ferme conviction. On a foi qu'un jour viendra où l'Afrique va frapper sa poitrine, comme on le dit, et s'exprimer avec son autorité. L'Afrique sera respectée parce que nous autres, nous avons parlé, nous autres, nous avons mis en application ce que nous avons dit et nous autres, nous avons relevé la tête de l'Afrique. L'Afrique marchera désormais la tête haute et dignement, fièrement et s'exprimera à travers sa souveraineté. Je vous remercie, peuple africain. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'oubliez pas de cliquez sur s'abonner pour vous abonner. N'hésitez pas également à inviter vos connaissances, vos parents à s'abonner. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification de sorte à recevoir les prochaines vidéos. Je vous aime, comme j'ai eu l'habitude de vous le dire. Dieu nous a créés sans nous, mais pour nous sauver, il a besoin de nous. Alors, peuple africain, je vous remercie et restons en contact. Restons éveillés. Merci bien. Gros bisous à vous.